à tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Lettre ouverte au chef d'État béninois. Déjà, une série de reçus par Patrice Talon depuis son accession au pouvoir. La plus récente, de gens bien particuliers, défrayant depuis quelques heures seulement. La chronique est celle relative à une vie de couple brisée, portée à l'attention du chef de l'État par une femme en détresse demandant à voir la garde de ses enfants. Garde pourtant revenue de droit à son ex-époux. Lettre ouverte sur une vie conjugale à Patrice Talon. Quel sens est porté? Le débat, mesdames, messieurs, avec un socio-anthropologue, un homme de droit. Loin donc de la polémique ambiante pour apprécier la portée, oui, le sens et la portée de l'acte. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, M. Georges Anangonou, qu'on ne présente plus. Analyste, il est socio-anthropologue. M. Georges Anangonou, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs, internautes de votre station. Bonjour madame. Bonjour M. Anangonou. Oui, la présentation est ainsi faite. Mais quel nom sur le visage? Maître Nadine Dossou Saponou. C'est elle qui a accepté d'être des nôtres. Elle est avocate au barreau du Bénin, mais c'est beaucoup plus la présidente de l'Association des femmes avocates du Bénin que nous recevons. Maître Nadine Dossou Saponou, bonjour à vous. Bonjour, Monsieur Joël. Merci pour la disponibilité. Merci. Alors, depuis quelques heures, ça défraie la chronique et ça va dans tous les sens. Un dossier de vie de couple, comme on dit, la vie privée qui est désormais exposée à la face du monde. Ça ne coupe pas les rues. Maître, un dossier de droit, on peut dire, adressé au premier magistrat. Quelle lecture peut-on en faire? Est-ce que ça s'explique en droit? Alors, je pense qu'il ne faut pas poser la question en droit. Parce que je ne crois pas que la dame qui a adressé une lettre ouverte au président de la République faisait du droit. C'est ça. À la lecture donc de sa lettre ouverte au président Patrice Talon, c'est bien écrit SOS au secours. Donc pour moi, SOS au secours, ce n'est pas du droit. C'est ça. Je pense donc que il s'adresse au père de la nation, comme on dit. Voilà, il s'adresse non pas à l'homme qui est le chef du gouvernement, chef de la magistrature suprême, mais plutôt au père de la nation, qui est le père de tous les peuples. Moi, c'est l'interprétation que je donne à cette lettre. Ok, on va se retourner vers le socio-anthropologue. Oui, M. Georges Anangonou, qu'on n'arrive pas à régler les problèmes à l'interne. On sait que la vie de couple, ce n'est pas en Afrique une question de deux personnes, c'est une question de toute une famille. Le chef de l'État appelé à la rescousse, ça fait un peu trop loin ou ça fait juste? Difficile d'être chef d'État, n'est-ce pas? Difficile d'être président de la République, comme chez nous, où on vous invite à intervenir dans tout. Intervenir dans tout. Et au même moment, qu'on vous met en garde de ne pas vous mêler de tout. C'est ça le drame. Et puis, une lettre ouverte comme ça, comme l'a dit Maître, je voyais ça comme une dame qui veut se plaindre au chef de l'État, mais qui pense que le droit est en train de le brimer. La justice, plutôt, est en train de la brimer et que, par conséquent, elle appelle le chef de l'État en tant que premier magistrat à bien vouloir l'aider. Et c'est comme ça que je comprends la lettre. Une dame en détresse, vous imaginez, celle qui a quand même mis au monde 4 enfants et qu'aujourd'hui, elle ne peut plus avoir affaire à ces enfants-là. Et quels sont les mobiles du droit qui ont conduit à cette décision-là? Peut-être qu'on dira tout à l'heure. Mais ce que je voudrais qu'on retienne dès le départ, c'est que la famille nucléaire, c'est le noyau de la société. Le père, la mère, les enfants. Et donc, lorsque ça commence à être détérioré, la société se détériore. Et donc, les dynamiques successives qui ont conduit aux changements sociaux, on peut toujours en parler. Et dans cette nouvelle société où nous sommes, comme vous avez envie de le dire, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est plus possible et qu'est-ce qui fera que nous allons passer à l'étape de nature, c'est-à-dire sauvage, comment on doit faire pour ne pas en arriver là. Et je pense peut-être que ce sujet nous permettra de décortiquer un peu tout simplement parce que le sujet lui-même a suscité beaucoup de recherches et beaucoup d'études dans la société. Oui, Maître, c'est aussi la grosse interrogation, femme en détresse, mais qui saisit la justice déjà. Et la justice est en train de faire son travail. C'est qu'on ne reconnaît pas la justice, qu'elle est en train de faire. Le problème se trouve à quel niveau? Alors, moi, je vais m'accrocher sur la lettre, puisque c'est ça qui est la motivation ici. À la lecture de sa lettre, moi j'ai interprété quand je l'ai lu, comme tout le monde,
2 points. Premier point, elle dit « La justice me brime, je n'arrive pas à avoir accès à mes enfants ». Deuxième point, elle dit « Mon époux est diplomate ou en tout cas à l'immunité diplomatique et utilise cette immunité diplomatique pour ne pas que j'ai accès à mes enfants ». Donc, l'interprétation juridique de la lettre ne peut pas se faire. Mais oui, je réponds à votre question, la procédure est en cours puisque la dame a interjeté appel de la décision qui, en fait, a prononcé le divorce au temps partagé des 2 époux et a confié au monsieur, à l'époux, la garde des 4 enfants et a donné un droit de visite et d'hébergement à la mère des enfants un week-end sur 2 et aussi tous les mercredis. Donc, si elle envoie une lettre au chef de l'État, je pense que tout en sachant qu'elle a saisi la juridiction, elle s'est dit, si je suis brimée de tous les côtés et que je n'arrive pas à avoir gain de cause, il n'y a qu'une seule personne qui puisse me sauver. Et la seule personne, c'est le chef de l'État. Maintenant, l'analyse brute du chef de l'État, pourquoi? Ça, c'est mon interprétation, je ne suis pas dans la tête de la dame. C'est de se dire, le chef de l'État a ses ministres. Le ministre des Affaires étrangères, dont dépend le diplomate en question. Donc, je pense que c'est une manière de dire, puisque dans la lettre ouverte, c'est écrit, est-ce que le fait d'être diplomate empêche qu'on me donne mes enfants? Donc, ça pose aussi un problème autre que le juridique, qui est, si un diplomate m'empêche de me remettre mes enfants, c'est qu'il y a un problème. Donc, chef de la nation, écoute ma détresse, vois avec certainement la diplomatie pour que j'ai au moins accès à mes enfants conformément à la décision qui a été rendue et qui me donne le droit de prendre mes enfants un week-end sur 2. Donc ça, c'est l'interprétation que moi j'en fais sans le juridique. Ok. Alors, il faut dire que cette lettre rendue publique, les réactions ont suivi. Au nombre de ces réactions, il y a des éléments qui paviennent. Tout le monde a eu sans doute la chair de poule en lisant cette lettre-là. Une femme, mère de 4 enfants, la Benjamin, pour ainsi dire, la toute petite, n'aura que 2 ans. Et comment un homme peut-il décider, ou la justice permettra à un homme de garder par devant lui des enfants de si bas âge? Mais on a eu quelques éléments de réponse, monsieur le socio-anthropologue, qui nous amène à dire, mais est-ce que on n'amène pas le chef de l'État sur un terrain plutôt glissant? C'est-à-dire, les éléments à évoquer sont des éléments suffisamment graves, s'ils sont exacts. On parle par exemple d'adultère, d'empoisonnement, de menaces sur époux. Comment on peut démêler le cheveu en prenant de la hauteur sur des dossiers aussi complexes et en évoquant en même temps la suivi des enfants? En fait, je suis d'accord avec Maître que on n'est plus sur un terrain de droit. Lorsqu'on fait appel au chef de l'État, c'est qu'on demande l'humanisme, on demande le père de la nation. Et peut-être que j'ai déjà perdu là-bas, mais je suis devant vous ici pour que vous puissiez voir en quelque sorte, comme on le dit, voir dedans. Parce qu'en fin de compte, j'avais envie de demander au maître, comment est-ce que vous en arrivez en droit à faire en sorte qu'une dame qui a 4 enfants et qui en a un autre enfant, le dernier qui a 2 ans, comment arrivez-vous à confier totalement la garde, la garde à une mère comme ça? Parce que en d'autres situations, ce qui fait non, la garde est dans d'autres pays, à l'homme, pas à la femme. À l'homme, bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Dans d'autres situations, on dit souvent que la loi protège la femme. Et en ce qui concerne le domicile conjugal, quand le droit pouvait dire, bon d'accord, nous acceptons le divorce, mais la femme garde le bénéfice de la maison pour pouvoir s'occuper des enfants. Et il y a parfois que ça arrive comme ça. Donc c'est pourquoi j'ai dit, ici, heureusement que Maître est là pour nous empêcher de dérailler. Il y a eu de raisons suffisantes alors, finalement, qui ont amené le juge à prendre cette décision-là. Mais j'ai dit quelque part, Maître, quand la dame se prévaut de cette décision-là pour dire qu'elle doit prendre les enfants, elle a interjeté appel. À partir du moment où elle a interjeté appel, cela veut dire qu'elle conteste la décision même et rendue par la justice. Nous en sommes encore. Est-ce que nous en sommes encore au point de départ? Mais seulement ce que je voudrais dire, on dit que dans notre culture, on ne s'unit pas pour se séparer, en fait. C'est-à-dire que
c'est deux familles qui se mettent ensemble. La famille de la femme donne l'enfant à la famille de l'homme. Ce n'est pas à l'homme qu'on donne. Quand on fait la dot, c'est à la famille de l'homme qu'on donne. Et en ce moment, ça crée une union entre les deux familles. Et quand ça crée une union, c'est le droit européen, si je veux dire, qui a prévu le divorce. Nous, notre culture n'a pas prévu le divorce. C'est-à-dire que lorsque vous voulez vous marier, on va vous dire, il y a deux régimes, non? Vous mangez sur le régime de... Séparation de biens, communauté. Voilà. C'est-à-dire que déjà, les signaux pour la séparation sont déjà prévus dès le départ. Dès le départ. Chez nous, c'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est-à-dire que vous vous êtes marié, à moi, on suppose que c'est la mort qui vous sépare. Et c'est aussi ça, la Bible a dit. Donc, c'est la mort qui vous sépare. Et donc, en effet, pour construire une vie ensemble, construire même la vie des enfants, c'est ensemble que ça doit se construire. C'est là où j'ai de la peine pour la dame, de trouver qu'elle est dans une situation extrêmement difficile, parce qu'elle trouve une rivale qui s'installe dans leur maison, dans leur domicile conjugal, et qui, de surcroît, lui prend tous les enfants pour les garder dans la maison où elle n'a pas assez à la maison. C'est là où elle est en souffrance. Elle est totalement en souffrance. Ce que je n'ai pas voulu accepter en tant qu'analyste peut-être, ou bien, enfin, analyste avant, ce que vous n'avez pas voulu accepter, pensez-vous, avec votre exposé, que le chef de l'État peut vraiment quelque chose? J'ai dit au départ ici que tu visites des chefs d'État. De toute façon, lorsque un président reçoit un courrier pareil, il donne ça au conseil technique. Il donne ça au conseil technique pour qu'il puisse étudier. Il y a des socio-anthropologues comme vous dans le rang, des avocats. Entre-temps, oui. La sociologie permet aux juges de trouver des situations atténuantes. Circonstances atténuantes, c'est comme ça, ils appellent ça. Parce que nous en sociologie, nous pouvons dire oui, c'est vrai. Peut-être elle a commis l'impair. Mais dans l'intérêt des enfants, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils puissent rester ensemble? La procédure de divorce dure souvent, vous savez pourquoi? Parce que parfois les juges même essaient de la réconciliation, en quelque sorte, où ils passent par plusieurs étapes. Pourquoi? Parce qu'on pense que ce qui est dans l'intérêt des enfants, c'est que les deux géniteurs puissent rester ensemble et ne pas être séparés. Et je disais que l'Est n'est jamais totalement Est, surtout lorsque vous avez des enfants dedans. Parce qu'ils finiront toujours par se retrouver. Ou bien c'est à cause des enfants, ou bien je connais des familles où la mère est écartée jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, et c'est après ces 18 ans que l'enfant commence à dire à son père, ah non, moi, maman doit venir. Un couple s'est réuni récemment, j'ai été informé. L'enfant a 18 ans à l'université et tout, ils sont séparés dès que l'enfant est né, mais aujourd'hui c'est l'enfant qui exige à sa maman pour dire non, tu dois revoir papa, vous devez vous remettre ensemble. Donc l'Est totalement n'existe pas dans notre culture, on finit toujours par se retrouver. Et c'est ça qui fait que le chef de l'État, qu'est-ce que vous voulez qu'il appelle? Au fait, la dame a été... Non, je reprends la lettre. Vous avez vu les insinuations de la dame pour envoyer le courrier au chef de l'État? Elle dit que son mari est proche du chef de l'État et est protégé. Pourquoi parlez-vous d'insinuation? Ou bien vous avez déjà des éléments? Attends, c'est pour dire au chef de l'État, en réalité, c'est ton ami, donc il faut lui parler pour qu'il puisse me recevoir. Au fait, c'est ce que j'ai dit, c'est comme ça. Dans la vie d'un couple. Vous ne vous entendez pas, vous deux. Après, on va appeler les éléments et les parents. On va appeler d'abord des amis très proches du couple pour parler, pour essayer de parler. Et quand ça ne parle pas, on voit les parents. Et ça aussi respecte un peu ce que la Bible a dit. Quand vous êtes en désaccord avec quelqu'un, la Bible nous recommande, appelle-le, discute avec lui. Et si vous ne vous entendez pas, appelle 2, 3 amis, vous discutez, si ça ne marche pas, vous allez devant les dirigeants de l'église pour parler. Dans notre famille, dans notre culture, quand ça ne passe pas, on dit une ou deux, après, c'est les deux familles qui s'asseyent. Et on passe les époux devant les deux familles qui parlent, et puis après, les deux familles décident. Quand les deux familles décident pour vous, ça ne se passe pas comme... Parce que la justice, elle est dépassée en ce moment. La justice ne peut pas décider de vous mettre ensemble. Tandis que, dans le droit coutumier, ou bien au niveau de la famille, on peut discuter, dire, chacun de ces différents, vous vous remettez ensemble dans l'intérêt des enfants. Vous voyez? Donc, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il peut faire dans cette situation? Pour ne pas vous mentir, moi, je le trouve impuissant, en fait. Je le trouve impuissant de peur qu'il ne se mette à la place de la justice. Même si on se met à la place de la justice, c'est la vie commune
de 2 hommes. La dame, heureusement, ne réclame pas qu'elle puisse reprendre son mari, parce que j'ai entendu des commentaires, on dit que la dame, parce que le monsieur est trop haut placé, elle n'a pas envie de perdre. Moi, je ne veux pas me mêler de ça. Elle a été précise, elle n'a pas de ses enfants. Vous ne pensez pas que le chef de l'État peut quelque chose pour elle? Pour les enfants, oui, qu'elle puisse faire cela, ce qu'on peut dire, peut-être peut-être le ministre de la Justice, peut-être pas le procureur, qu'on puisse accélérer les choses pour que l'appel ait lieu tout de suite et que le nouveau jugement arrive. À partir du moment où le nouveau jugement serait arrivé, aurait donné les droits de chacun, eh bien on va se contenter de ça. Mais moi je trouve que, selon la question, le chef de l'État a un rôle très difficile à jouer dans cette situation-là. Et puis que Dieu nous en épargne. Si chaque fois que un couple se sépare, il faut que le chef de l'État intervienne, eh bien il n'aura plus autre chose à faire. C'est ça. Alors maître, la question, comme je le dis, on va au-delà des faits. Et quelques éléments nous sont parvenus, comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais là-dedans aussi, il y a quelque chose qui semble un peu intriguant. La femme, visiblement, veut ses enfants. Mais on a vu dire que l'homme ne s'y est pas vraiment opposé, qui s'est rendu disponible. Si c'est la femme, ce sont les enfants qu'on veut vraiment, avec la disponibilité de l'homme, pourquoi cette lettre ouverte qui, en définitive, expose l'homme et peut-être salit son nom? J'ai été très ravie d'entendre M. Anagonu. Et je voudrais faire 3 clarifications. Lesquelles? Première clarification sur l'adultère prétendu de la femme. C'est ce que affirme le monsieur sur les réseaux sociaux à la suite de la lettre ouverte au président de la République. Selon ce que moi j'ai appris de Maître Michel Aoumenou, qui était l'avocat principal de Madame Badé, il n'y avait aucune preuve. Mais ceci étant, je ne vais pas discutailler de ça. Je ne suis pas là pour ça. Deuxième clarification. Monsieur Anagonu dit que si elle a fait la lettre ouverte au chef de l'État, c'est parce que c'est une manière de dire président, c'est votre ami, réglez le problème. Moi, j'ai la chance d'être la présidente de l'association des femmes avocates et c'est à ce titre que moi j'ai été invitée à assister Madame Badé devant le procureur spécial Métonou il y a de cela une dizaine de jours. Et l'époux était présent. Et c'est devant le procureur spécial Métonou que l'époux a dit qu'il a le mail personnel du chef de l'État, qu'il a des relations personnelles avec du chef de l'État parce qu'il avait porté une plainte contre l'épouse pour avoir fouillé dans son portable. Donc, si la femme, l'interprétation que j'en fais, fait la lettre ouverte au chef de l'État, c'est tout simplement parce qu'elle estime que le monsieur se prévaut des relations qu'il a avec le président de la République pour, en fait, brimer ses droits, si j'utilise les thèmes qu'il y a dans sa lettre. Donc, elle ne s'est pas levée, je suppose, pour faire une lettre au chef de l'État. J'étais là moi-même quand le monsieur le disait, et le procureur spécial Métonou était là. Michel Aoumenou, l'avocat principal de Madame Badé, était aussi là. Donc, c'est le monsieur qui a, je dirais, arqué de ses relations avec le chef de l'État. Ceci étant, troisième clarification. Il faut qu'on soit clair sur le plan juridique sur un point. Lequel? L'effet dévolutif de l'appel. Dans toutes les matières, lorsque j'interjette appel, ça remet les parties à l'état zéro. Sauf pour l'état des personnes, c'est-à-dire les mesures relatives aux enfants. Lorsque vous allez dans une procédure de divorce, vous avez ce qu'on appelle les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation qui déterminent qui va avoir les enfants, la pension alimentaire et tout ce qui est relatif aux enfants, exclusivement aux enfants. Ce sont ces mesures qui sont reconduites dans le jugement de divorce. Et lorsque une personne, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, parce que je parle de manière juridique générale, interjette appel de la décision, les mesures relatives aux enfants demeurent. Ça veut dire qu'aujourd'hui où je parle, la dame qui a adressé une lettre ouverte au président de la République doit pouvoir recevoir ses enfants tous les 15 jours et tous les mercredis jusqu'à ce que la procédure de la cour d'appel se termine. Quand bien même la procédure se terminera, la particularité de l'état des personnes, c'est quoi? C'est que même dans 10 ans, si on confie la garde, par exemple, au père ou à la mère, et que l'une des parties considère que les enfants ne sont pas en sécurité chez la personne à qui on l'a confié, il ressaisit le juge
pour dire ce n'est pas normal. Ça fait un. Si la pension alimentaire qui a été accordée, supposons, 100 000, et que pour X, Y raison, les conditions de vie changent et que la personne qui a la garde estime à 100 000, ça ne suffit pas, il faut passer à 3 000, il ressaisit le juge. C'est-à-dire qu'en matière d'état des personnes, la décision relative aux enfants n'est jamais fermée. C'est ça. Sinon, ce qui est prescrit. N'est jamais fermée. Exemple, si on prend ce que M. Anagonou a dit en disant qu'elle a interjeté appel, elle ne peut pas redemander ses enfants, elle doit attendre. Ça veut dire que si j'interjette appel, si la procédure en appel dure 10 ans, pendant 10 ans, je ne vois pas mes enfants. Si pendant 10 ans, je perçois 25 000 alors que je dois percevoir 100 000, ça veut dire que pendant 10 ans, ça reste statique. Non. État des personnes, c'est non. Quand j'interjette appel, la décision qui est rendue en première instance continue de produire ses effets. Donc, aujourd'hui, la lettre ouverte au président de la République, c'est à bon droit qu'elle a été faite. Même si je ne suis pas dans la tête de la personne, c'est pour dire mes droits sont brimés parce que la personne se prévaut de la relation qu'elle a avec le chef de l'État pour refuser de remettre les enfants. La preuve, selon ce que Maître Michel Aoumenou a eu à me dire, puisque moi je n'étais pas dans la procédure jusqu'à ce qu'on vienne taper à la porte de l'association des femmes avocates, c'était que quand le procureur de la République invite la personne à venir pour parler des enfants, on oppose l'immunité diplomatique. Puisque l'immunité diplomatique, effectivement, vous ne pouvez pas saisir la justice lorsqu'une personne a une immunité diplomatique. Donc, il faut lire entre les lignes dans la lettre qu'elle a envoyée au chef de l'État. Et elle ne s'est pas levée en disant « Oui, c'est votre ami ». Non, j'étais là, moi, quand le monsieur lui a dit ça. Alors, maître, j'ai posé tout à l'heure ma question. Vous avez relevé certains éléments qui méritent éclairage, on conçoit. Mais l'aspect selon lequel, pour les informations qui nous sont parvenues, l'homme s'est rendu disponible pour que la femme puisse venir voir ses enfants et qu'elle décide finalement de saisir le chef de l'État. Est-ce vraiment pour les enfants ou pour exposer l'homme? Alors, cette question est très belle parce que je suis au cœur de cette question. Au cœur de cette question, pourquoi? C'est moi qui ai adressé une correspondance au conseil de l'époux en disant « ce n'est pas normal ». J'ai été saisie en tant que présidente, ce n'est pas normal, il faut que la dame voie et récupère ses enfants. Là-dessus, le conseil a dit « effectivement, je suis d'accord ». Nous en étions là lorsque l'époux a adressé une correspondance exactement le 15 novembre à son ex-époux ou son épouse, comme pour rejoindre M. Anagonou, il n'y a jamais d'ex, et lui dit « oui, tu peux venir prendre les enfants, mais il exige 2 conditions. Première condition, je dois savoir où tu habites. Ce qui est normal, puisqu'il doit savoir où se trouvent ses enfants. Et il fait comme deuxième condition, tu recevras 3 enfants sur 4. C'est-à-dire le dernier de 2 ans est en pleine crise d'asthme, je ne peux pas te le donner. Donc vous pouvez venir prendre aujourd'hui 19 novembre, aujourd'hui les enfants. Et son conseil m'a adressé dans le même cas une correspondance précisant l'heure, le jour et tout. Donc, qui est aujourd'hui 19 novembre. Et moi, j'appelle le conseil en disant « je ne suis pas d'accord qu'on prenne 3 enfants sur 4, d'autant plus que le 4e enfant qu'on doit laisser, c'est le dernier qui a 2 ans. » Le père dit qu'il est en pleine crise d'asthme, qu'à cela ne soit, envoyer l'enfant et ses médicaments parce que ce n'est pas une visite, il ne va pas en camping, il va chez sa mère. Donc, même si un lit de mort, on peut le soulever. Enfin, on n'en est pas encore là. Donc, moi, je pense qu'il faut que l'enfant aille chez la mère, d'autant plus que, étant moi-même asthmatique, l'asthme est psychosomatique souvent. Et donc, j'ai ajouté, si nous ne recevons pas les 4 enfants aujourd'hui, moi, je prends mes responsabilités. Et je reçois comme réponse, nous sommes imperméables aux menaces. Et je réponds, ce n'est pas de la menace. Moi, je ne menace pas, j'agis. Et juste après ça, je reçois une autre correspondance hier, donc je ne sais plus, vers 15h, qui m'informe qu'il y a changement
et que la dame doit arriver dans la maison aujourd'hui de 17h à 19h, qu'il y a un local qui est mis à sa disposition à l'intérieur de la maison pour voir les enfants. Moi, j'ai appelé immédiatement la dame, je lui ai retranscrit parce que les correspondances entre avocats sont confidentielles. Donc, quand nous recevons des correspondances à l'attention des clients comme ça, que faisons-nous? Nous envoyons un mail au client en disant « Nous avons reçu une correspondance du conseil de votre époux. Voici ce que dit la correspondance. » Donc, entre guillemets, nous citons ce que la correspondance dit. Et nous concluons que vous ne pouvez plus aller prendre vos enfants conformément à ce qui a été convenu, mais vous devez aller voir les enfants dans la maison du mari. Et là, la dame s'effondre. C'est-à-dire, quand elle reçoit le mail, elle m'appelle complètement effondrée en me disant « Mais écoutez, maître, quand je suis allée la dernière fois pour voir mes enfants, on m'a opposé violation du domicile et j'ai atterri en garde à vue. N'eût été mon avocat Michel Aoumenou, j'y serais peut-être encore. » Et je lui ai répondu, écoutez, laissez-moi réfléchir, nous allons voir comment on va organiser ça, donnez-moi 24 heures, le temps que s'il vous plaît. Vous voulez dire, la dame, à un moment donné, a eu l'autorisation pour venir voir ses enfants. Elle vient voir ses enfants, on lui dit violation de domicile. Et... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas dans le dossier. Donc, c'est-à-dire, selon ce que j'ai compris et selon ce que Michel Aoumenou, qui est son avocat principal, m'a expliqué, quand la dame a été chassée de son domicile, en fait, elle est revenue. Et quand elle est revenue, selon ce qu'elle m'a expliqué, elle a vu ses enfants de l'autre côté de la barrière, elle a escaladé le mur et elle est rentrée dans la maison. Sérieusement? Sérieusement. Et le mari l'a soulevée, l'a remis dehors en appelant la police. Donc, c'est comme ça qu'elle a atterri au commissariat du 12e arrondissement, selon ce qu'elle m'a dit. Ce qui fait que hier, quand je lui ai dit, puisque moi, mon rôle, c'est de dire, voilà ce qu'on a reçu, on doit prendre les enfants, mais maintenant, voilà encore qu'on a reçu un contresens. Donc, quand je lui ai dit, vous avez l'autorisation non plus de prendre les enfants, ou les 3 sur 4, mais seulement de venir les voir dans la maison, elle a effondré en larmes en disant, non, le traumatisme que j'ai de ce que j'ai vécu la dernière fois, je n'ai pas envie. C'est ce qu'elle a dit en premier moment. Et ensuite, elle a dit, mais maître, vous êtes une femme, vous ne pouvez pas me demander de retourner dans mon domicile conjugal dans lequel on a déjà installé une autre femme et d'aller voir mes enfants dans ces conditions. Donc moi, je lui ai dit, donnez-moi la nuit pour réfléchir. Parce que moi-même, ça, c'est pas du droit. Je me suis trouvée, en tant que mère, en tant que femme, je me suis sentie concernée quelque part. Et ensuite, en tant que président de l'association des femmes avocats qui défend les femmes. Donc, j'en étais dans ma réflexion quand, lettre ouverte et tout ça. Donc, je dis, je reviens sur le point, ce n'est pas du juridique. Ah, mais là, décidément, je vous pose la même question. Là, le chef de l'État, le dossier n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer à travers le courrier. Quand on vous écoute, le chef de l'État peut-il vraiment quelque chose? Moi, à mon avis, oui. Et puis, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on dit les esprits se rencontrent. Je m'apprêtais, quand je me suis réveillée ce matin, à adresser moi-même une correspondance, non seulement au chef de l'État, mais au ministre des Affaires étrangères. Et je le ferai. Sérieusement? En tant qu'avocate, je le ferai. En tant que présidente, je le ferai. Et quand j'ai été pris de court par tout ça, mais le chef de l'État peut, oui. Pourquoi? Les gens disent en off que quand on est ami du chef de l'État, il ne les lâche pas. Mais ça, c'est ce que l'opinion publique dit. Mais le chef de l'État est le père de la nation. Et cette correspondance lui est adressée en tant que père de la nation, en tant que surtout, si la personne se prévaut de ses relations avec vous, je vous en prie, dites-lui que je veux mes enfants. En gros, c'est l'interprétation que moi, en tant que femme, là, ce n'est plus l'avocate, mais en tant que femme parle. Et je pense que si je suis dans son cas, j'aurais fait la même chose. Quand je tourne à gauche, à droite et que les commissaires peuvent me mettre en prison parce qu'il y a du relationnel là, et je vais faire une parenthèse. Hein. Moi, en tant qu'avocate, ce n'est pas le premier dossier que je vois. Et ça va étonner, mais il y a 4-5 ans, je ne vais pas dire le nom, identique, un ambassadeur a pourchassé une femme qui lui a fait 2 enfants, à tel point que la dame a dit, maître, j'abandonne les enfants. Et je lui ai dit non. Je vous fais la procédure gratuitement au titre de la femme. Et j'ai fait la procédure jusqu'au bout. Quand j'ai voulu interjeter l'appel, parce que
Dans le même contexte, le premier juge a attribué les enfants au monsieur et en disant que les enfants seront mieux avec la bonne et le monsieur. J'ai trouvé ça scandaleux. Quand j'ai voulu interjeter appel, la juridiction, le président s'est assis sur l'appel. Il restait 3 jours, j'ai dû écrire une lettre au président du tribunal, saisir l'inspection pour que l'appel puisse être interjeté à la limite. Et en appel, nous avons gagné. Il a fait cassation. En cassation, nous avons gagné. La dame était contente de retrouver ses enfants. Moi-même, j'étais contente. Eh bien, figurez-vous que cet ambassadeur a trouvé le moyen de dire que le nouveau compagnon de la femme fait des attouchements sexuels à son enfant et nous revoilà devant la procédure pénale. Là, la dame, elle s'est effondrée et elle a dit, écoutez, maître, je mets les enfants à l'internat. Les enfants, aujourd'hui, je passe sont à l'internat, c'est-à-dire sont privés de leur père et de leur mère pour éviter des conflits. Donc, c'est le même cas aujourd'hui. Ça veut dire que quand on a une proximité, on a une diplomatie, on a une relationnelle, le droit ne doit pas s'appliquer? Non. Moi, je rebondis sur la lettre ouverte au chef de l'État et je dis, moi-même, je vais lui écrire. Et il faut qu'il dise à ce monsieur, la femme doit prendre ses enfants tous les 15 jours. L'effet dévolutif de l'appel ne joue pas en matière état des personnes et je ne trouverai aucun magistrat pour venir démonter le contraire de ce que j'affirme. Et là, je suis en colère. Vraiment, bon, la femme en colère, ça peut se comprendre, mais l'époux, devant une situation, mais le socio-anthropologue, ça fait un peu trop atypique ou il y a quelque chose à faire vraiment? Non, c'est qu'en fin de compte, Joël, il vous arrive de me mettre dans des situations difficiles. Non, c'est votre casquette, socio-anthropologue. Oui, le sociologue. Trop complexe, oui. Ce qu'il essaie de dire au juge, c'est d'être humain dans sa décision. Maître le sait. Et c'est pourquoi vous êtes allé des situations, des circonstances atténuantes. C'est ce que nous leur disons. Tu peux prendre cette décision par rapport à la loi, c'est juste pour toi, mais humainement, ça va avoir des conséquences. Et je t'appelle à tenir compte de ces conséquences-là pour trancher. Et je vous ai dit que si c'est dans notre coutume, on tient compte de toutes ces conséquences-là. Et on demande à l'homme et à la femme de toujours rester debout. Maintenant, vous m'aviez posé la question par rapport à la possibilité du chef de l'État. Je suis vraiment peiné parce que ce que le président Talon ne donne pas l'impression de faire, il y a des gens qui faisaient une couverture de leur amitié, de leur lien avec le chef de l'État pour le dire. Je pense que celui-ci ne pourra plus être ami du chef de l'État parce qu'il s'est permis d'aller dire devant le juge, le tribunal, que lui connaît le personnel, que lui est un personnel, le chef de l'État, et par conséquent qu'on ne peut rien lui faire. Mais il n'y a pas d'homme intouchable dans la République. Tout le monde est touchable. Je sais qu'il y a une difficulté sur le plan diplomatique que les gens dénoncent souvent. C'est que quand vous avez l'immunité diplomatique, vous pouvez faire des trucs, c'est pas seulement chez nous, même en France, les gens protestent pour dire aujourd'hui il faut remettre en cause cette immunité diplomatique. Alors là, un diplomate qui allait faire accident, qui a tué quelqu'un, et c'est parce qu'il est diplomate, il ne faut pas répondre de ce qu'il a fait. Et donc, l'immunité diplomatique c'est aussi un gros problème au niveau de la justice. Et tous ces éléments-là, la déclaration de l'époux devant le juge et l'immunité diplomatique s'ajoutant, eh bien finalement, je reviens vous dire, le chef de l'État peut quelque chose alors. Et il ne pouvait rien au départ. Mais avec les déclarations de l'époux devant la justice, le chef de l'État, ah bon, tu es mon ami, et c'est pourquoi tu fais ça. Donc, par conséquent, il te demande de remettre les enfants à leur maman. Ça, c'est aussi amitié. Ce n'est plus la justice qui fait ça, mais c'est lui qui a donné cette ouverture-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne se marie pas pour se faire de la peine après. Vous avez de la peine. On se marie pour rester ensemble. Et j'ai de la peine. Au fait, je vous ai dit que vous me mettez en situation difficile parce que je suis devant maître. Sakounou, elle est en même temps mère, femme, épouse si vous voulez, et puis avocate. Qu'est-ce que vous voulez que je dise devant elle? La vérité. Est-ce que les femmes n'exagèrent pas un peu? Comment elle a exposé le problème quand elle parle de ce qu'elle connaît. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle a été au cœur du dossier. Moi, je prends un phénomène de société, vous me mettez devant un phénomène de société et vous me demandez d'analyser, c'est ça le problème. Et moi, je dis, bon, voilà. Non, mais nos sociétés actuellement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut une petite touche de ce qui faisait que cette société
était si, pas hermétique, mais une société de solidarité agissante, où ces déchirements ne sont pas si prononcés. Ils ont divorcé, on a pris ses enfants, on a confié à quelqu'un d'autre. Vous avez jamais appris ça au village? Vous n'avez jamais appris ça au village? Non. Donc, ce n'est pas notre société, de façon générale. Ce n'est pas notre société. Non, attendez, c'est l'élite qui se livre à ça. C'est l'élite qui se livre à ça. Ce n'est pas l'homme de tous les jours, ceux avec qui on forme réellement la société béninoise, ce n'est pas eux qui se livrent à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, si nous voulons régler, restons alors à ce niveau-là pour régler et ne pas mêler toute la société avec. La société n'a pas grandi en disant la société sera désagrégée et puis la cellule familiale, la famille mononucléaire, le noyau même de la société n'existera plus. Non, la société ne travaille pas pour ça. Et puis, Maître l'a dit, heureusement, qu'elle a rappelé que des cas que j'ai vécus, on vous dit de payer une pension, vous ne la payez pas toute votre vie. Des situations peuvent changer. En ce moment-là, des situations sociales et humaines peuvent changer et peuvent amener le juge à revoir le jugement qu'il avait rendu. Non, il ne faut pas faire souffrir la femme. Et je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'aise et des dossiers qui ont défrayé la chronique, ces temps-ci, montrent que, parole de femmes et d'hommes, là, le juge aussi n'a qu'à se méfier parce que on a pensé qu'une dame est brimée, malmenée, tabassée, tout ça, et c'est elle qui est venue dire, mais le deuxième a tué sa femme, vous n'avez rien dit, pourquoi vous parlez de mon mari? Voilà, c'est pour ça que je parlais que il n'y a pas d'aise, il n'y a pas d'aise. Et comme il n'y a pas d'aise, moi j'aurais peut-être conseillé aux diplomates de ne pas être trop dur dès le départ. Et puis les enfants sont trop nombreux. Si c'était encore un seul enfant, 4 enfants, il y en a parmi eux qui vont lui créer de sérieux problèmes demain parce qu'ils veulent être proches de leur maman. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ces circonstances, ces situations sociales que l'on devait prendre en compte pour décider de quelque chose, pour pouvoir trancher. Excusez-moi, mais je n'accuse pas la justice, mais trancher, de dire, bon, voilà, tous les 4 enfants, tu les prends. Et souvent, les enfants en bas âge, le maître le sait, souvent c'est au moment qu'on confie ça. Hein. Pour ce que moi j'en sais, les enfants au bas âge comme ça, c'est au maître, c'est à la dame qu'on confie, et si la justice peut être trop là, parce que à parler d'adultère, est-ce qu'on peut compter le nombre d'adultères pour l'homme? Est-ce que c'est là où même où la femme est... Moi, je suis contre ça. Je dis souvent aux gens, ne venez pas me dire que vous avez vu ma femme quelque part. Parce que moi, quand vous m'avez vu, est-ce que vous allez aller dire à ma femme? Non, mais moi, on ne me dit pas ça dans mon couple. Ça ne se dit pas. Et heureusement pour moi, mon épouse, elle est contre. On ne vient pas lui dire des trucs comme ça. Parce que c'est ça qui détruit le foyer. Qui est-ce qui est allé voir la femme adultère? On l'a attrapée en train de... non, qu'on ne prenne pas ces éléments-là. Maître a dit que ça a été évoqué au tribunal, mais qu'aucune preuve n'est apportée. Je pense que c'est ce que vous avez dit. À partir du moment où aucune preuve n'est apportée, et je retourne encore la question au maître, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui conduit jusqu'à ce que dans une situation pareille, vous arrivez à confier les 4 enfants, même celui de 2 ans, rien qu'à l'homme, et à dire et à la femme qu'elle n'a droit à rien? Parce que vous pensez que l'enfant de 2 ans a cessé de téter? Vous pensez qu'une autre maman, cet enfant, des bêtises qu'il va faire, et se salit, fait tout, et que sa maman serait en train de faire avec amour, vous pensez qu'une autre maman peut venir faire ça? Vous voyez, c'est les éléments de notre société, c'est les éléments des situations humaines qu'on doit prendre en compte avant de prendre une décision juridique. Parce que c'est ça qui fait parfois que le juge prend la décision et puis, même quand on sort du prétoire, les gens contestent. Les gens rougissent, s'énervent, ils disent, bon voilà, il nous a brimés. Moi, je ne veux pas aller. Et je ne sais pas. C'est aller loin cette affaire-ci, jusqu'à aller devant la criette. Je ne sais pas quel pan de l'affaire s'est retrouvé devant la criette. Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est l'empoisonnement? Est-ce que ou bien tant la femme elle est devenue caïman, je ne sais pas pourquoi elle a fait. Non, il faut pas que ce que le chef de l'État n'a demandé à personne de faire, que les gens. C'est vrai que dans une société il y a toujours ça, hein. Surtout chez nous. Tu sais, je suis l'ami du chauffeur du président de la République. Hein. Donc non, je pense que le président Talon n'a jamais demandé à quelqu'un, peut-être qu'il n'est pas au courant que devant le procureur spécial,
le monsieur allait taguer de tout ça pour dire je suis son ami, je connais son personnel et tout. Et si lui ne fait que connaître et il n'est pas l'homme même, qu'est-ce que le chef de l'État même va faire de notre vie, dans notre société? À cause de ça, moi je n'appelle le chef de l'État pour demander qu'il dise à l'individu qui est son ami de retourner. Et s'il est très 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 à l'aise et il n'a qu'à acheter une maison et mettre les enfants et leur maman dedans, bon, pourquoi ça ne le diminue en rien en réalité pour le bien des enfants. Parce que les enfants à cet âge-là, je ne sais pas si c'est à partir de 7 ans que vous demandez aux enfants chez qui tu veux rester. Et, bon, même pas. Donc les enfants à cet âge-là, il y a une seule personne qui puisse les garder et qui puisse se sentir en sécurité, c'est leur maman. Parce que l'amour maternel est là. Oui, mais nous les hommes, on passe très vite à autre chose. Et pour les exemples que nous avons et que nous vivons, vous allez dans cette maison-là. Le monsieur n'a pas encore remarqué. Il n'a qu'à mettre des gens pour qu'on puisse... Puisqu'il paraît que sa nouvelle femme a fait un enfant. Et d'être déjà en train de regarder comment est-ce que la dame traite les 2 enfants. L'enfant de l'autre, les 4. Oui, c'est-à-dire je fais catégorie. Les enfants de l'autre lit et l'enfant de son propre lit. C'est l'instinct mature, c'est l'instinct humain qui fait que... L'instinct humain qui fait que... Il y aura de préférence. C'est naturel. On vit ça tout le temps dans notre société. Alors, pour le bien de mes enfants, je les mets dans une situation normale avec leur maman pour qu'ils puissent profiter. Et c'est sûr que s'ils les mettent dans une situation normale avec leurs enfants, ils pourraient avoir affaire assez facilement à ces enfants. Et quand ils viennent, les enfants vont se retrouver dans la cellule familiale. Papa est là, maman est là, ils seront très à l'aise. Mais ce qui est en train d'être dessiné, peut-être pas sur le plan du droit, c'est bon, mais sur le plan humain, ce n'est pas forcément dans l'avantage des enfants. C'est ça là qui m'intéresse moi. Et c'est ça que parfois qu'on dit que le sociologue prend une décision contraire à la décision de la justice. Non, c'est pas ça. Nous voyons humainement, qu'est-ce qui est bien pour ces enfants-là? Est-ce qu'ils sont heureux d'être avec la maman de l'autre ou d'être avec leur propre maman? Et je parie que à la longue, l'époux verra que ce qu'il faut faire, et je voudrais dire les époux pour généraliser, pour ne pas particulariser sur un enfant, arrangez-vous toujours pour que vos enfants puissent avoir la protection de leur mère. C'est très important et vous-même, vous allez en profiter. Mais si vous les coupez de leur mère, ils peuvent devenir des délinquants, quelles que soient les mesures que vous allez mettre en place. Il faut pas faire ça. Et comme on a déjà interjeté appel, on va demander aussi que la procédure judiciaire aille vite pour que ce dossier sera tranché en faveur de ce que la femme veut. Moi, j'ai foi à cela. Vous faites une doléance. Ça, c'est... je ne sais pas si c'est vraiment permis. Non, c'est pas possible. Si vous venez, vous prenez une posture qui peut influencer une décision de justice. Non, moi, j'ai toujours dit que je peux conseiller les juges. En tant que sociologue. Maître, vous dites que vous allez faire une lettre ouverte aussi, mais pourquoi pas taper à la porte même du ministre des Affaires étrangères? Pourquoi un plaidoyer à ce niveau-là? Alors, je voudrais, avant de répondre à vos questions, faire un léger rectificatif. La procédure qui est à la criette a été développée parce que l'époux disait que la femme a fouillé dans son téléphone et a pris en fait des données et des échanges professionnels qui le liaient avec le président de la République et que comme il a le mail personnel du chef de l'État, donc c'est en de ça qu'il était en train d'expliquer les relations qu'il avait avec le chef de l'État. Ceci étant dit, quand moi je dis que je vais écrire au chef de l'État, je ne ferai pas une lettre ouverte parce que moi je suis avocate. Et comme je dis, je suis présidente de l'Association des femmes avocates, je n'ai pas besoin de faire une lettre ouverte au président de la République. Ce que j'ai à lui dire, ça va être l'avocat qui adresse une correspondance au chef de l'État. Et j'adresserai une autre aussi au ministère des Affaires étrangères parce que pour moi, au-delà du juridique, il est impératif que le gouvernement, donc le ministre des Affaires étrangères dont relève la personne, et le président de la République, et éventuellement, pourquoi pas, le ministre en charge de la famille. Puisque le ministre en charge de la famille, l'association de femmes avocates travaille beaucoup avec elle aussi, se penche sur le respect, moi c'est ce qui m'intéresse, le respect de la décision là où nous sommes aujourd'hui, qui est que la femme doit recevoir tous les 15 jours, du vendredi au dimanche, ses enfants, et tous les mercredis après-midi.
Maintenant, la procédure étant en cours, nos règles déontologiques nous interdisent d'interférer dedans. Il appartiendra au juge de la cour d'appel, au vu des éléments que Maître Ahoumenou et nous, parce que j'entends me constituer à côté de Maître Ahoumenou pour avoir un regard de femme et pouvoir produire les éléments de femme, faire en sorte effectivement qu'il y ait un changement de situation, mais ça, c'est pas à nous de décider. Nous, on ne fait que produire les éléments. Il appartiendra à la juridiction de prendre la décision. Maintenant, si M. Anagonou veut s'asseoir à côté des juges, je ne vais pas me plaindre. Oui, mais avec les exposés que vous faites aussi, est-ce que, à l'ère de la réforme, on y est pleinement, la justice béninoise, pour les problèmes de famille qu'on voit de plus en plus, est-ce qu'il ne faut pas quelques toilettages? Parce que parfois, effectivement, on se demande si les juges viennent d'une famille. Il y a des décisions qui sont prises et le citoyen lambda ne comprend pas. Alors, j'ai beaucoup de respect aux magistrats. Mais je me dois quand même de dire que le droit tel qu'il est fait, que ce soit au Bénin ou dans le monde, tient compte forcément du relationnel. Je donne un exemple. Si un juge de première instance veut rendre une décision qui est bleue et que peut-être il a un chef qui est plus gradé que lui, ayant des relations personnelles avec la personne, lui tape dessus en disant « moi je veux peut-être que tu dis rouge », il va se débrouiller pour rendre le rouge, mais en utilisant le droit. Et ça, c'est ce qu'on appelle du no-dit dans la magistrature, qui est difficile à dire. Et évidemment, qu'en plus, il se pose être un avocat comme moi qui vient le dire, ça pose tollé. Mais ce sont des réalités. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle, quand je suis rentrée du barreau de Paris, un jour, j'étais devant une juridiction, la juridiction rend une décision, et puis je fais, mais c'est pas possible, il peut pas perdre au vu de tous ces éléments et tout. Et puis il y a un confrère à côté qui dit, mais oh Nadine, il faut que tu te tropicalises, il y a des non-dits. Mais sur le coup, vous ne comprenez pas le non-dit. Et quand je rebondis sur le dossier dont je vous parle, de l'ambassadeur en question, mais ce qu'il a fait vivre dans la procédure, vous vous demandez, mais il y a un problème. Et on a même eu une assistance sociale qui a fait. Puis j'ai demandé une enquête sociale. Et on ne sait pas si c'est l'assistance sociale même qui a rédigé le rapport ou si c'est lui-même qui allait rédiger pour l'assistance sociale. Toujours est-il que le rapport ressort en disant les enfants seront mieux avec la bonne dans la maison parce qu'il a une grande maison. Et à tel point qu'à un moment, dans l'ordre des débats, il y a le premier magistrat qui était en charge avant qu'on ne change, dit au monsieur, mais moi j'ai vécu dans une petite cabane, je suis quand même devenu magistrat. Donc c'est pour vous dire les non-dits dans les dossiers. Donc, qu'on s'interroge, qu'on s'interpelle de pourquoi des enfants de 8 ans, 6 ans, 4 ans. Et à l'époque, en fait, les enfants avaient 7 ans, 5 ans, 3 ans et 1 an, puisque la décision date de, je l'ai sous les yeux, du 30 août 2021, mais la procédure a été engagée en 2020 et la dame est sortie de la maison en 2020, puisque c'est à la suite de la sortie qu'elle a engagé la procédure de divorce. Donc, ça veut dire que son bébé, qui aujourd'hui a 2 ans, à l'époque, avait 1 an, l'autre avait 3 ans, et l'autre avait 4 ans, et l'autre avait 7 ans. Alors, pourquoi et comment et sur quelle pièce on a pu transférer ces bébés-là au monsieur? Moi, j'en sais rien, je n'étais pas dans la procédure, mais selon vraisemblablement, parce que je prends avec pincette aussi ce que les clients disent, selon vraisemblablement ce que la dame dit, en fait, c'est tout simplement parce qu'elle a osé dire, bon, écoute, ok, tu as pris quelqu'un d'autre, je m'en vais. Oui, la question que j'ai posée au début, à l'ère des réformes, un peu de toilettage, c'est possible? Quel mécanisme on prend en place pour que les décisions, tout en les prenant, fassent plus du bien à la famille que du tort? Le toilettage, il est déjà fait. Les lois, elles sont déjà prises. Et franchement, il faut féliciter le législateur béninois, parce que quand on prend le domaine des femmes, il y a pléthore de lois. C'est ça. Et c'est pas une question de pléthore de lois. Je rejoins le professeur Anagonou. C'est culturel ce qui se passe. C'est la culture. Donc c'est ça qu'il faut réformer. C'est la culture qu'il faut réformer. L'analyse objective, la famille, conserver la famille, conserver les enfants auprès du père et de la mère. Et quand même, quand on confie à l'un ou à l'autre, il faut absolument
qu'il y a une fusion des deux. Moi, je me rappelle dans une des procédures de divorce que j'ai eu à conduire, à un moment, le juge me dit, lorsque l'une des parties, donc l'adversaire, fait ses doléances, il me dit, Maître Dosso, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je réponds, écoutez, président, moi, je ne sais pas dans leur vie, mais la seule chose que je sais, que je tiens à dire aux deux, c'est qu'à vie, jusqu'à ce qu'ils meurent, ils resteront parents. Ça, c'est indélébile. Vous pouvez épouser 35 femmes, 45 femmes, jamais vous ne ferez des enfants que la première vous a faites. Les autres seront que les petits frères. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas modifier. Donc, toilettage, il n'y a plus de toilettage à faire. Tout est déjà fait. Les lois sont là. Et puis, récemment, l'Assemblée a encore légiféré dans ce sens-là. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de légiférer. Pour moi, c'est une question de... Les juges doivent prendre en compte la réalité. Il ne suffit pas de se lever pour dire, mais tiens, j'ai vu ma femme devant un bar, donc elle est en train de me tromper. Tiens, j'ai vu mon mari devant un bar, il est en train de me tromper. Sauf erreur de ma part, je ne crois pas que si une femme veut tromper son mari, elle va aller se mettre sur la place publique pour le tromper. En général, les femmes, quand elles trompent les hommes, je crois que c'est plus discret que les femmes sont plus discrètes que les hommes. Donc, de là à avoir une preuve palpable, de dire, je l'ai vue en train de me tromper, elle est dans l'infidélité, écoutez, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour comprendre qu'il y a un problème. C'est ça. Une situation de famille, il faut vraiment en parler parce que c'est d'abord le socle de toute une société. Et le Bénin se veut un État solide de ce côté. De par le passé des preuves, il y en a eu. Monsieur Anagono, aujourd'hui, tout porte à croire qu'il faut, comme l'aura demandé l'autre, travailler l'homme et encore l'homme. Les socio-anthropologues, les coups de franche pour faire ce travail où c'est un défi carrément casse-tête aujourd'hui. Ce que les socio-anthropologues essaient d'exprimer souvent et d'expliquer souvent, c'est ce qui est humain. C'est ce qui est commun à la société. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Le social ne crée pas le fait. Et dans ce dossier-ci, il y en a. C'est-à-dire quoi? Récemment, nous avons encore voté la loi sur la protection de la femme et tout ce que vous voulez. Pourquoi je suis mal à l'aise dans le dossier actuel? C'est que ce que nous avons vu souvent, avec la protection de la femme et tout, c'est que souvent ces dossiers, à la fin, à la sortie de ces dossiers, c'est la femme qui a souvent droit. Surtout en ce qui concerne garde des enfants. C'est pourquoi, ici, je dis, ça sort de l'ordinaire. Et puis je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de parler du dossier? Oui, finalement, j'ai compris que j'ai le droit d'en parler parce que c'est tombé dans le domaine public. Une fois que la lettre ouverte est tombée dans le domaine public, c'est tombé dans le domaine public. Donc on peut en parler. C'est pourquoi on en parle. Et ce qui est bien, c'est de savoir qu'il n'y a pas de... En matière de couple et de protection des enfants, il n'y a pas de difficulté insurmontable. Parce que ce que nous sommes en train de dire, si on dit adultère, ça ne concerne pas les enfants. Qu'est-ce que vous voulez essayer d'expliquer? Non. Si ma femme est allée coucher avec un autre homme, ça ne concerne pas mes enfants. Ça ne doit pas avoir d'impact négatif sur les enfants. Or, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, pour une question d'humeur, où il n'y a plus possibilité de vie commune, on veut prendre une décision qui va... Parce que je dis, le juge a un avantage. C'est que dans ces dossiers, souvent, c'est les femmes qui ont raison. C'est les femmes qui ont raison dans ces dossiers, pour ce qu'on constate au niveau des juridictions. Et donc, le juge n'avait pas à avoir peur de dire si je donne raison à la dame, à faire cela. Ce qui peut influencer, c'est les conditions matérielles. Et on se dit, bon... et l'homme, il a tous les moyens. Elle vient de parler, par exemple, elle dit, il a une grande maison, les enfants peuvent sortir. Donc vous allez voir, si vous allez mettre les enfants dans cette grande maison, ils vont se sentir en prison. Simplement parce qu'ils auraient voulu être entourés de l'amour de leurs parents et tout. Et comme je vous le dis, comme le dossier est exceptionnel, ouais, ce qui est ordinaire, c'est souvent que dans ces cas, comme je l'ai dit, la femme, on finit par lui donner raison. Et vous savez, et sous d'autres cieux, parfois quand ma femme fait du bruit, j'ai envie de... Mais je ne lève jamais la main là-dessus. Là où nous vivons, et madame la Diara qui était le barreau de Paris, elle sait bien de quoi je parle. Une fois, je ne sais pas quelle bêtise j'ai faite, et ma femme, elle a appelé la police. Et les gens lui ont demandé, il a porté la main sur vous? Et elle a dit non. Il dit, bon, mais pourquoi vous nous appelez? Parce que la bêtise, c'est de porter la main sur elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout de suite, j'allais perdre le bénéfice de ma maison à Paris. Sortir et aller ailleurs, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, cette peur-là hante les hommes quand même. Et c'est déjà un avantage pour la femme, lorsqu'on dit qu'il faut protéger la femme. D'accord? Et la dame l'a évoqué pour dire, vous avez créé un institut de femmes.
c'est pour protéger les femmes. Est-ce que vous allez accepter dans ces conditions que la femme soit brimée? Ce sujet, je l'aborderai. Je suis en train de prendre beaucoup de... Vous allez voir, j'ai dit si, parce que je prends beaucoup de précautions dans le dossier, parce qu'il se faudrait que cette dame-là devienne encore la femme du monsieur demain. C'est ça. Non, on a souvent vu ça. Et c'est pourquoi on me demande, mais qu'est-ce qu'on fait pour que les décisions en les prenant ne créent pas plus de tort qu'elles ne doivent en donner? Vous allez demander désormais aux juges d'aller faire une filière sociologique avant de prendre les magistrats, d'aller faire une filière sociologique avant de prendre service. Vous pensez que ça va être utile, c'est ça? Parce que nous, on n'agit pas sans l'ambiance du milieu. Nous, on n'agit pas sans tenir compte de qu'est-ce que la société fait, comment elle évolue, quelle est la dynamique sociale dans laquelle elle évolue. On ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Les fondateurs de notre science l'ont démontré, nous l'ont dit. On ne peut pas faire ça. Donc, si nous voulons tenir compte du fait qu'un enfant, est-ce qu'il n'a pas... Sauf si la maman est devenue une marginale, si elle est devenue une folle, s'il n'y a pas ces conditions-là, la personne la plus apte à s'occuper de ses enfants, en réalité, c'est la mère. Et je dis, lorsque nous mettons en avant l'intérêt des enfants, nous allons souvent pencher du côté de la maman. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pourquoi je dis, il y avait tellement de préjugés, il y avait tellement de circonstances qui avaient fait qu'on allait dire autre chose. Mais j'ai pensé quelque chose tout à l'heure. Le juge n'a pas été stupide. Il dit, le week-end, du vendredi au dimanche, c'est la maman qui a les enfants. Alors qu'en semaine, le papa, il va au boulot. Finalement, qui est-ce qui voit plus les enfants que qui? C'est la maman. Le mercredi soir aussi, où les enfants sont censés rester à la maison. En réalité, c'est la maman qui a l'avantage. Et donc, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que c'est vrai, comme l'a fait Maître, qu'on peut demander au juge de faire respecter pour le moment et ce qui est à l'état de l'homme. C'est ça, vous avez dit, une expression que vous avez dit tout à l'heure, ce qui concerne strictement les enfants. Si on pouvait même respecter que ça, ce que la décision prise actuellement, c'est la maman qui continue d'avoir davantage. Parce que si elle aussi fait quelque chose, le week-end, elle est à la maison. Le samedi, dimanche, elle est à la maison. Elle prend ses enfants depuis le jeudi. Le vendredi, elle improvise jusqu'au dimanche. Elle les laisse. Lundi, mardi, vont rester avec leur papa. Le mercredi, elle doit aller les chercher. Vous allez voir, le papa va demander réconciliation après. Mais l'essentiel est qu'il faut tout faire pour aujourd'hui, puisque nous sommes devant la loi, il faut tout faire pour respecter. Et ça aussi, on peut effectivement présager d'une relation haut placée pour ne pas respecter ce que la justice a dit. Mais il revient au conseil de la dame de rappeler effectivement à la justice que ce qui a été dit en attendant que l'appel ne prospère, il faudrait nécessairement que ça soit respecté. Merci. Et quand c'est respecté, je garantis à la dame qu'elle aura plus ses enfants que son mari. Merci pour la contribution. Vous voyez, Maître Nadine, si vous devez conclure ce plateau, que diriez-vous? Si je dois conclure sur le plateau, je dirais que je m'associe à la lettre adressée au président Talon et que j'espère que le vendredi prochain, la dame aura ses enfants du vendredi au dimanche parce que M. Anagounou a tout dit. La cellule familiale, c'est important. Et donc, c'est important que les enfants voient leur mère, ne serait-ce que, pour utiliser un terme juridique, l'intérêt supérieur des enfants. Et c'est ça, en général, qui détermine les relations humaines, l'intérêt supérieur des enfants. Merci. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci à vous pour la disponibilité. Monsieur Georges Anagounou, pour conclure rapidement, cette flopée de cas de divorce. Il faut que nous, intellectuels, on apprenne à se ressourcer dans nos cultures. Et si nous voulons, toutes les solutions à nos problèmes sont dans ça. Ressourçons-nous dans nos cultures. Ressourçons-nous dans nos cultures. Merci pour le mot, monsieur Georges Anagounou. Ce fut un plaisir. Maître Nadine, on espère vous avoir très souvent. Chers tous, merci pour la disponibilité. À très bientôt.